Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais consacré aux contrats mutuels. Je me présente, je suis Diane Paletta, inspecteur du recouvrement de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. Pierre Camus, inspecteur du recouvrement dans le même organisme. Première chose, inutile de prendre des notes, puisque ce webinaire, donc le support ainsi que l'ensemble des questions-réponses vous seront transmis après le webinaire. De même, justement, vous pouvez dès à présent poser vos questions sur le chat, puisque notre collègue Thomas Buchy, qui est également inspecteur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, vous répondra en direct. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le contrat mutuel de façon pratico-pratique, donc en deux parties. D'abord, nous allons faire un tour d'horizon des points d'intention, donc avoir en tête lorsque l'on met en place un contrat mutuel et pendant toute la vie du contrat. Donc il ne s'agit pas de l'ensemble des conditions d'exonération du contrat mutuel, mais uniquement des points que nous, dans notre activité, nous avons relevés qui pouvaient poser certains problèmes. Donc ça, c'est la première partie. Et dans une deuxième partie, nous vous apporterons des illustrations de questions ou de situations que nous avons pu rencontrer dans nos missions. Donc toute la législation du contrat mutuel ne sera pas traitée dans le cadre du webinaire. Et nous vous invitons donc pour les détails et les compléments d'information à aller consulter le site de l'URSSAF, ursaf.fr, également le guide de sécurisation juridique ou encore prochainement le boss.gouv.fr sur lequel une étude est en cours de rédaction. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, commençons par évoquer ensemble les principaux points de vigilance, donc à avoir en tête lors de la conclusion du contrat mutuel et pendant toute la vie du régime. Alors, le contrat mutuel, l'enjeu, c'est l'exonération du financement patronal, un petit différé dans la projection de la vue, l'exonération du financement patronal au contrat mutuel. Donc, cette exonération est conditionnée par l'article 242.1.4 du Code de la sécurité sociale qui détermine un cadre. Et le cadre, si on est dans le cadre, ça permet d'avoir cette exonération du financement de ce contrat mutuel. Le cadre, il fixe quoi? Il fixe un formalisme à respecter. Il rappelle que la mise en place d'un contrat de mutuel ne peut pas se substituer à un élément de salaire. Le cadre, il exige aussi que l'assureur qui prend en charge le risque soit un assureur qui réponde au code des assurances ou au code de la mutualité. Enfin, le cadre, il précise que le contrat doit être collectif et obligatoire et il fixe des limites d'exonération dans le montant de la prime, dans le montant du financement. Et enfin, le cadre précise que le contrat doit être un contrat à caractère responsable avec un panier de soins. On va développer tous ces points au fil de l'exposé. Donc, premier point de vigilance, le formalisme. Donc, concernant le contrat mutuel, il peut être mis en place en fait, il faut un acte fondateur qui doit être mis en place de 4 façons différentes. Donc, ça peut être soit un accord d'entreprise, soit un accord de branche, soit un référendum ou encore une décision unilatérale de l'employeur qui doit être matérialisée dans un écrit et distribuée à l'ensemble des salariés. Donc cet acte fondateur est important parce qu'il vous permet d'informer vos salariés de l'ensemble des conditions et des caractéristiques du contrat mutuel, mais également il vous aidera à démontrer le respect des conditions d'exonération de ce contrat, notamment en cas de contrôle. Donc il doit préciser la date d'application du contrat, également qui est assuré, est-ce que ça concerne que vos salariés ou est-ce que ça concerne également les ayants droit, le caractère obligatoire ou facultatif, également de l'adhésion, que ce soit pour les salariés ou pour les ayants droit, les possibilités de dispense s'il y en a, là où les catégories de salariés couverts. Également, vous pouvez préciser les modalités de financement du contrat mutuel, c'est-à-dire le taux de financement ou bien le montant et la répartition entre l'employeur et le salarié. Enfin, il convient de décrire les garanties et les risques qui sont couverts et également de préciser ceux qui ne sont pas couverts par votre contrat de mutuelle. Donc le caractère collectif. On vient d'évoquer, le caractère collectif se décline à travers la possibilité d'ouvrir l'adhésion à tous les salariés ou à une ou plusieurs catégories d'entre eux.
Donc, les catégories retenues pour permettre de couvrir tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties conservées du fait de leur activité. C'est-à-dire que si je positionne un risque frais de santé, il faut que ça concerne tout un ensemble de salariés positionnés, exposés de la même façon au même risque. Il existe 5 critères pour définir une catégorie de salariés, on va les voir après. Et le caractère collectif du régime pour les contrats de frais de santé est présumé s'il concerne tous les salariés. Et si j'utilise des critères 1 ou 2 pour le mettre en place. Donc, on va étayer la démonstration en passant à la vue suivante qui vous présente ici les 5 critères. Alors, vous les avez sur un bandeau bleu rectangulaire, les rappels des 5 critères, et en dessous, vous avez des critères avec des zones grisées et des zones colorées orange ou jaune. Dans le critère bleu, on a les 5 critères. Le premier critère, c'est cadre, non cadre, assez facile. Le deuxième critère, ce sont les tranches de rémunération qui servent au régime de retraite, complémentaire à GIRCARCO. Le troisième critère, ce sont le premier niveau de classification dans les conventions collectives. Le critère 4, c'est le deuxième niveau de classification au sein de ces mêmes conventions collectives. Et le critère 5, ce sont des usages et d'autres critères. Donc on voit que si on utilise le critère 1 ou 2, il est possible d'utiliser pour offrir une protection de mutuelle différente, par exemple si on est cadre ou non cadre, à condition que tous les salariés soient couverts par un contrat frais de santé. Voilà ce que veut dire le tableau. Et si on utilise un des 3 autres critères, le 3, 4 ou 5, l'entreprise devra démontrer que les salariés visés à travers le critère utilisé est exposé à un risque spécifique. Alors, en théorie, c'est vrai, mais dans la pratique, c'est difficile. Donc, il faut surtout retenir à l'état de cet exposé, c'est que si on utilise le critère 1 ou le critère 2, il faut que tous les salariés soient couverts par le contrat de frais de santé. Un autre point de vigilance donc, à garder en tête, c'est le caractère obligatoire. Donc, depuis le 1er janvier 2016, l'ensemble des entreprises doit mettre en place un régime de frais de santé et couvrir donc l'ensemble des salariés. Donc, tous les salariés, en principe, doivent être couverts par le régime de frais de santé de leur employeur. Néanmoins, certains salariés peuvent demander à être dispensés d'adhérer à la mutuelle de leur société s'ils remplissent des cas de dispense qui ont été prévus par la loi. Donc, il existe 2 types de cas de dispense. Il y a d'abord les cas de dispense d'ordre public, c'est-à-dire ce sont des cas qui s'appliquent à tous les salariés de toutes les sociétés et quel que soit le contrat mutuel, puisque donc il s'applique en fait à l'ensemble des salariés, qu'ils aient été ou non insérés dans l'acte fondateur du contrat mutuel. Donc ces cas de dispense, il y en a 5. C'est les salariés présents lors de la mise en place de la couverture, les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'ACS, les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du contrat mutuel, en sachant que ce cas de dispense ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Les salariés bénéficiant d'une couverture collective et obligatoire en tant qu'ayant droit, et les salariés en CDD de moins de 3 mois qui bénéficient d'une couverture pour une durée minimale de 3 mois. Donc ça, ce sont les cas de dispense d'ordre public que vous pouvez insérer dans vos contrats mutuels pour informer vos salariés, mais même s'ils ne sont pas insérés, les salariés pourront les utiliser. Maintenant, il existe également 3 autres cas légaux que vous êtes libre d'insérer ou non dans votre acte fondateur. Donc, il s'agit des salariés en CDD et les apprentis de moins de 12 mois. Également, les salariés en CDD et les apprentis de plus de 12 mois lorsqu'ils sont couverts par ailleurs. Et enfin, les salariés à temps partiel et les apprentis, si leur participation au contrat mutuel, c'est-à-dire le financement salarial, est égale à 10% de leur rémunération. Donc, concernant ces 3 cas, pour que les salariés puissent les indiquer, il faut que vous les ayez insérés dans votre acte fondateur. Donc, ce qui est très important de savoir également, c'est qu'en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas dispenser d'office certains salariés au motif qu'ils remplissent un des cas qu'on vient d'évoquer. En fait, seul le salarié, s'il remplit le cas de dispense et s'il le souhaite, peut demander à être dispensé d'adhérer à la mutuelle.
Donc, en principe, en pratique, pour pouvoir être dispensé d'adhérer à la mutuelle, le salarié donc, qui remplit un de ces cas doit faire à son employeur une demande de dispense qui doit indiquer en fait le cas de dispense qu'il évoque. Et si jamais il faut un justificatif à ce cas de dispense, c'est-à-dire par exemple s'il s'agit d'un salarié qui dit qu'il est couvert par ailleurs, ou qu'il relève d'une autre mutuelle à titre d'ayant droit, et bien dans ce cas-là, il conviendra en fait de faire une attestation sur l'honneur où le salarié précisera donc le contrat par lequel il est couvert, le nom de l'assureur, les garanties concernées et la date de fin de contrat s'il est borné. Autre point de vigilance pour rester dans le cadre de l'exonération du financement des contrats mutuels, c'est le panier de soins. La loi de finances de la Sécurité sociale pour 2019 institue un panier de soins couvert à 100% par la Sécurité sociale et les organismes complémentaires dits mutuels, en matière de prothèses dentaires, d'optique et d'aide auditive. Donc ça, c'est la première étape en 2019. Et dès le 1er janvier 2021, 100% Santé propose des soins et un large choix d'équipements en audiologie, optique et dentaire pris en charge à 100% à tous les Français qui bénéficient d'une mutuelle et de la sécurité sociale. Donc, pour avoir plus de détails sur cette mesure, nous vous renvoyons sur le site solidaritésanté.gouv.fr qui vous détaillera l'ensemble des soins que doit comporter votre contrat de mutuelle pour qu'il soit conforme au dispositif 100% santé. Alors, un autre point à avoir en tête, c'est les limites d'exonération du financement de la mutuelle par l'employeur. Donc, cette limite, elle est de 6% du plafond annuel de sécurité sociale, plus 1,5% de la rémunération du salarié concerné. Et cela dans la limite de 12% du plafond annuel de sécurité sociale. Il faut savoir également que cette limite concerne le financement patronal de la mutuelle, mais également donc le financement cumulé du financement patronal de la mutuelle et de l'ensemble de la prévoyance complémentaire. Donc, si par exemple nous prenons le cas d'un salarié qui touche 65 000 € en 2021, pour connaître la limite d'exonération, il conviendra d'abord de calculer donc, les 6% du plafond annuel de sécurité sociale, de rajouter donc 1,5% du brut du salarié. Donc dans le cas que l'on vient de voir, ça fait 3 443 €. On compare cette limite aux 12% du plafond annuel de sécurité sociale pour voir si on peut prendre en charge, si on peut exonérer la totalité du montant. Donc ici, 3 443 € est inférieur aux 12% du plafond de la sécurité sociale. On peut donc retenir cette limite. Et on compare donc à la limite d'exonération le financement cumulé du contrat de frais santé et de la prévoyance complémentaire. Donc ici, le financement patronal de la mutuelle et de la prévoyance représente 5 200 €. On est au-dessus de notre limite. Donc l'exonération pourra être effectuée dans la limite de 3 443 € et le reliquat, 1 757 €, devra être intégré dans l'assiette des cotisations. On arrive au stade de l'exposé où on va récapituler les points de vigilance sur lesquels on vous demande d'être attentif. Le premier point de vigilance qu'on a vu ensemble, c'était notamment le formalisme. On a vu également les catégories retenues. On précise que pour un contrat de frais de santé, il faut que tous les salariés soient couverts si on veut accorder plus de garanties, par exemple au cadre ou au non-cadre. Et enfin, si vous utilisez un des critères 3, 4 ou 5, il faut que vous fassiez la démonstration que les salariés visés sont dans une situation spécifique qui nécessite une couverture adaptée. Également, donc, il faudra vérifier la limite d'exonération pour chaque salarié, donc limite de 6% du plafond annuel de sécurité sociale plus 1,5% du salaire brut dans la limite des 12% du plafond annuel de sécurité sociale. Ne pas oublier que la CSG-CRDS et le forfait social restent dus sur la partie exonérée. Également, il faudra veiller à conserver les demandes de dispense et éventuellement tous les justificatifs que vos salariés auront joints à leur demande. Et enfin, il faudra être attentif au contrat responsable, au panier de soins minimal
et au financement d'au moins 50% du contrat par l'employeur. Donc voilà, nous avons fini notre première partie concernant les points de vigilance. Et dans une deuxième partie, nous allons faire un tour d'horizon des principaux questionnements pratiques rencontrés lors de la mise en place et pendant le contrat. Donc nous avons choisi de vous les présenter sous la forme d'un jeu de rôle dans lequel j'interpréterai le rôle d'une chef d'entreprise, Delphine, qui est dirigeante d'un cabinet d'architecture et qui emploie 8 salariés. Et moi, je jouerai le rôle du conseiller URSSAF qui répond aux questions de Delphine. Donc, première illustration, le cas des conjoints et des compagnons. Donc, bonjour, je m'appelle Delphine, je dirige un cabinet d'architecture de 8 salariés, donc il y a une très bonne ambiance et on mange souvent ensemble. Et hier, Mika m'a demandé s'il pouvait cesser d'adhérer au contrat de mutuelle parce qu'il me disait que son ami était couvert par un contrat de mutuelle qui pouvait également le couvrir. Qu'en pensez-vous ? Oui, ben, effectivement, la question est pertinente. Il faut rappeler qu'actuellement, tous vos salariés cotisent au régime de mutuelle. Et donc, le caractère obligatoire est au rendez-vous. Et comme il est au rendez-vous, eh bien, vous rentrez dans le cadre de l'exonération. Donc, le fait que Mika sorte du contrat de mutuelle peut éventuellement, on peut se demander si ça ne va pas remettre en cause cette exonération. Donc, en fait, il faut être vigilant à une chose. Il faut savoir si Mika est considéré par l'employeur de son conjoint comme ayant droit. Donc ça, il faudra consulter l'assureur de l'entreprise du conjoint pour savoir s'il est ayant droit. Alors en général, les conjoints sont toujours ayant droit. Donc partons de l'hypothèse que Mika est considéré comme ayant droit par l'assureur de l'entreprise de son conjoint. Dans ce cas-là, il faut savoir si la couverture de l'ayant droit dans l'entreprise du conjoint est obligatoire. Imaginons que la couverture de l'ayant droit dans l'entreprise du conjoint est obligatoire. Dans ce cas-là, Mika pourra sortir de votre contrat de mutuelle parce qu'il pourra justifier qu'il est couvert à titre obligatoire comme ayant droit. Il faut absolument, dans cette situation-là, garder la preuve du fait qu'il est considéré comme ayant droit et couvert à titre obligatoire par l'assureur de l'entreprise de son conjoint. Merci beaucoup. Cas du couple qui travaille au sein de la même entreprise. Parmi les 8 salariés, oui. J'emploie Tony et Lina qui se sont mariés cet été. Et depuis la rentrée, je suis embêtée concernant le financement du contrat de mutuelle. En effet, lorsque nous avons mis en place le contrat de mutuelle, nous avons essayé de couvrir un maximum les salariés et nous l'avons instauré à titre obligatoire pour les salariés et pour leur famille. D'accord. Donc en pratique, un salarié seul acquitte une cotisation isolée et un salarié en famille paie une cotisation famille qui est plus chère. De mon côté, je finance du même pourcentage la cotisation isolée comme la cotisation famille. Très bien. Et le problème suivant, c'est que depuis leur mariage, ils sont tous les deux dans la société, mais ils ne sont plus célibataires. Donc je ne peux plus leur faire payer une cotisation isolée. Et néanmoins, ça ne me paraît pas logique de leur faire payer à chacun une cotisation famille qui est plus chère. Vous avez raison, ce serait complètement illogique de faire payer à Tony et Ina une couverture famille chacun des deux côtés. Donc en fait, on va considérer que Tony, par exemple, est l'ayant droit de Lina et qu'à ce titre-là, eh bien, il est couvert par le contrat de sa conjointe, Lina. Et donc, cette possibilité-là est d'ordre public, et donc c'est-à-dire que même si ça n'est pas consigné dans l'acte qui met en place la mutuelle, eh bien Tony pourra s'en prévaloir. Et donc grâce à cette possibilité-là, il pourra ne plus cotiser à la mutuelle, et vous, pour autant, dans votre entreprise, le contrat sera toujours obligatoire, donc il sera toujours dans le cadre de l'exonération. D'accord, c'est clair, merci beaucoup. Donc, illustration des salariés à temps partiel. J'envisage d'embaucher un assistant. Alors d'abord, ce serait à temps très partiel, de l'ordre de 1 ou 2 heures par semaine. Et j'ai déjà fait passer des entretiens. Et j'ai retenu une personne qui est très enthousiaste et qui a l'air également très compétente. La seule chose qui pourrait poser problème, c'est qu'elle a semblé effrayée quand elle a vu en fait le montant du financement salarial de la mutuelle.
Alors, du coup, comme j'aimerais vraiment l'embaucher, je me demandais si pour cette personne-là, je pourrais éventuellement changer la répartition du financement et prendre en charge une participation plus importante, ou bien si je pourrais directement ne pas l'affilier au contrat mutuel. Alors, ça tombe bien, il y a une réponse qui est prévue dans ce cas-là, mais la possibilité de faire en sorte que ce salarié, ce futur salarié, ne soit pas repris par la mutuelle, il faut que ce soit prévu dans l'acte qui met en place la mutuelle dans votre entreprise. Donc, il faudra vérifier que le cas d'exception que je vais développer soit mentionné. S'il est mentionné, en fait, il y a deux possibilités. Alors, tout d'abord, il n'est pas possible d'ajuster le financement pour un salarié. Il faut que le mode de financement soit constant et identique pour tous les salariés. D'accord, c'est ce Pour autant, si la contribution du salarié représente au moins 10% de son salaire brut, vous pouvez, dans ce seul cas-là, la prendre en charge financièrement à 100%. D'accord. Ou alors, donc c'est comme ça, votre salarié serait couvert par la mutuelle et il ne lui en coûterait rien, puisque vous la prendriez en charge directement, à 100%. Mais c'est le seul cas où c'est possible si la rémunération est au moins égale à 10% du salaire brut. Ou le deuxième cas d'exception, s'il est prévu dans l'acte qui institue la mutuelle dans votre entreprise, c'est de dire que comme la cotisation salariale représente au moins 10% de son salaire brut, la loi l'autorise à ne pas adhérer à la mutuelle. Donc il faut être vigilant sur le fait que cette exception-là soit prévue dans le acte qui met en place la mutuelle dans votre entreprise et pouvez aussi garder dans vos archives le fait que vous avez proposé la mutuelle à votre salarié. Il faut être vigilant à ces deux points-là. Merci beaucoup. Illustration concernant les salariés apprentis et CDD de plus ou moins de 12 mois. Donc, ma cousine est en train de créer son entreprise et est en train de mettre en place la mutuelle pour l'ensemble des salariés. Et elle a entendu dire qu'elle pouvait ne pas affilier les salariés en CDD. Ça m'a paru étonnant et j'aurais aimé avoir votre confirmation. Vous avez raison de douter de la réponse qui a été apportée, parce que la réponse, il faut la préciser. D'accord. En fait, il y a deux cas de figure à considérer. Savoir si le salarié est en CDD ou apprenti de moins de 12 mois. Dans ce cas-là, il peut ne pas adhérer à la mutuelle, si cette exception est prévue dans l'acte qui institue la mutuelle dans votre entreprise. Et deuxième cas de figure, c'est forcément le CDD ou l'apprenti qui est engagé pour une durée de plus de 12 mois. De même, si cette exception est prévue dans l'acte qui institue la mutuelle dans l'entreprise, eh bien, il est possible de s'y conformer. Mais dans ce cas-là, parce que la durée du contrat est supérieure à 12 mois, le salarié intéressé, concerné, doit justifier d'une couverture mutuelle par ailleurs. Pour autant, on n'en est pas à comparer le niveau garanti. Il doit juste être couvert par un contrat mutuel. D'accord. Et est-ce que j'ai des justificatifs spécifiques à apporter? Alors oui, il faudra justifier la situation. Pour un CDD de moins de 12 mois, c'est facile. Il suffit de démontrer qu'on a proposé la mutuelle et qu'au regard de son contrat de travail, il pouvait y déroger. Donc là, c'est facile. Par contre, pour le CDD de plus de 12 mois, il faut aussi démontrer qu'on a proposé la mutuelle et que son refus d'adhérer à la mutuelle ait été fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que ce soit un refus éclairé et qu'il sache les conséquences de sa non-adhésion à la mutuelle. Il vous faut, dans ce cas-là, également, dans les deux cas d'ailleurs, il vous faut conserver le justificatif, le fait que vous ayez proposé l'adhésion et le fait que les salariés l'aient refusé en toute connaissance de cause. Merci beaucoup. Le cas de la rédaction du justificatif. Hier, j'ai été interpellée par une salariée, Émilie, qui m'a demandé le justificatif en vertu duquel nous couvrions son conjoint au titre de la mutuelle. Est-ce que c'est le cas dans votre entreprise? Oui, tout à fait. Notre mutuelle couvre les ayants droit à titre obligatoire. Voilà. Là, c'est un cas de figure intéressant parce qu'on le rencontre souvent en situation de contrôle. Il faut qu'effectivement, que lors de l'établissement de l'attestation, vous précisiez l'identité de l'entreprise, l'identité du salarié, la garantie souscrite et surtout le fait que dans votre entreprise, la couverture des ayants droit est faite à titre obligatoire. D'accord. Et comme ça, Émilie pourra justifier pour son conjoint que le conjoint en question est couvert dans votre entreprise à titre obligatoire en tant qu'ayant droit. Merci beaucoup. Illustration concernant la portabilité pour les salariés licenciés, les départs en retraite et les démissionnaires. Un salarié, Bruno, voudrait découvrir d'autres horizons
et voudrait en fait que nous concluions une rupture conventionnelle. Donc je pense que nous allons réussir à nous mettre d'accord, mais il m'a posé une question dans ce cadre-là et il m'a demandé s'il pourrait continuer à bénéficier du contrat de mutuelle même après son départ de l'entreprise, ne serait-ce que temporairement. Alors, on va rassurer Bruno en disant qu'effectivement, il pourra bénéficier du maintien des garanties pendant une durée maximale de 12 mois, parce qu'il n'a pas été licencié pour faute lourde et parce qu'il est pris en charge par Pôle emploi dans le cadre de sa rupture après la rupture conventionnelle. D'accord, ben merci beaucoup, c'est pas plaisir. Illustration concernant le salarié en congé de longue durée. Je m'interrogeais également concernant une de mes salariées qui est en arrêt maladie depuis plus de 11 mois maintenant. Et je me demandais si dans la mesure où nous maintenions une partie de sa rémunération, nous devions également continuer à la faire adhérer à la mutuelle. C'est effectivement une question que l'on rencontre assez souvent, c'est qu'effectivement, oui, le bénéfice des garanties continue à profiter à la salariée, à condition qu'elle bénéficie toujours d'un maintien partiel de sa rémunération ou qu'elle bénéficie d'indemnités journalières versées par un organisme financé par l'employeur, alors que ces indemnités journalières soient versées directement par l'employeur ou par l'organisme assureur. D'accord, merci. Illustration concernant les ayants droit. Alors, mon voisin, il est également chef d'entreprise. Donc, sachant que je venais vous voir, m'a posé une question. Donc, je la pose en son nom. Il a un salarié, donc Monsieur Durand, qui est marié et qui a 2 enfants. Je crois que son époux ne travaille pas. Et donc, ce salarié aimerait affilier donc, toute sa famille au contrat de mutuelle mis en place dans la société de mon voisin. Et donc, mon voisin se demande si, en tant que chef d'entreprise et responsable du contrat de mutuelle, il est dans l'obligation de financer la mutuelle pour la famille de son salarié. Alors, il a cherché dans son contrat, mais n'a pas trouvé de réponse. Alors, la question est... En fait, pour répondre à la question, il faudrait connaître l'étendue des garanties et ce qui a été conclu dans la société de votre voisin avec son assureur. Comme on ne le sait pas, on va formuler 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que le contrat de mutuelle en vigueur dans l'entreprise de votre voisin ne couvre que les seuls salariés. Si dans ce cas-là, ça ne couvre que les seuls salariés, la couverture de l'épouse et des enfants ne sera pas financée par votre voisin. La deuxième hypothèse, c'est que le contrat de mutuelle couvre les salariés de votre voisin et leurs ayants droit. Alors, au sein de cette deuxième hypothèse, il faut faire 2 sous-hypothèses, et après on en restera là dans le niveau de réponse. La première sous-hypothèse, c'est que la couverture des ayants droit est possible, enfin elle est prévue dans le contrat qui est en vigueur dans l'entreprise de votre voisin, et la couverture des ayants droit, on va estimer qu'elle est obligatoire, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, votre voisin, s'est engagé à financer la couverture de ses salariés et de leurs ayants droit. Et dans ce cas-là, il va effectivement payer la couverture de madame et des enfants. La deuxième sous-hypothèse, c'est que le contrat de mutuelle en vigueur dans l'entreprise de votre voisin couvre les salariés et les ayants droit, et la couverture des ayants droit est facultative. Et dans ce cas-là, le chef d'entreprise ne financera pas la couverture des ayants droit, c'est-à-dire de madame et de 2 enfants. Bien, merci beaucoup, c'était très complet. Donc, c'était la dernière illustration. Donc, nous souhaitons vous remercier pour avoir suivi ce webinaire. Les supports vous seront transmis, en même temps que l'intégralité des questions-réponses, et notamment les questions que vous auriez pu poser au moment où vous avez reçu l'invitation au présent webinaire. Vous pouvez également revoir ce webinaire ainsi que l'intégralité des webinaires qui ont déjà été produits par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur notre chaîne YouTube, URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Nous vous encourageons également à répondre au questionnaire de satisfaction que vous avez dû recevoir par le biais du chat. Ça nous permet d'avoir un regard sur ce travail et de pouvoir nous améliorer. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir.